Bonjour à tous, merci pour l'introduction, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer ce qu'on fait en IA chez Carrefour et comment est-ce qu'on arrive à passer à l'échelle dans un environnement comme le nôtre, qui est très opérationnel et très physique in fine. Quelques mots sur Carrefour, je ne vais pas m'étendre, j'imagine que vous avez tous à peu près une idée de ce qu'on fait chez Carrefour, peut-être juste 2 points. Le premier, c'est qu'on est un groupe qui est totalement multiformat, ça veut dire qu'on traite tous les types de magasins, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands hypermarchés, qu'on traite tous les types de e-commerce aussi, livraison à domicile, livraison express, drive évidemment. Et tout ça, quand on va parler de solutions IA, c'est évidemment des facteurs de complexité qu'on doit adresser quand on déploie les solutions. Et puis le deuxième point, c'est que on a la chance d'être riche de clients, d'être riche de données, et que c'est ça qui fait l'intérêt et la force de tout ce qu'on peut développer en digital et en IA dans une entreprise comme Carrefour. On a entamé maintenant il y a quelques années, c'est le petit carré qui est au milieu d'une stratégie qui est centrée sur un modèle qu'on appelait la Digital Retail Company. Ça veut dire qu'on met le digital au cœur de notre transformation, pas pour devenir une tech, mais pour s'assurer qu'on met la tech au service de la transformation du retail, que ça soit online ou offline. C'est une stratégie qu'on a réaffirmée. On a annoncé il y a quelques jours notre plan à horizon 2030. On l'a réaffirmé à tel point que dans ce plan, il y a 3 piliers. Il y a un pilier sur l'offre, évidemment, on se dit qu'on va continuer à pousser le choix, qui est une de nos forces, qu'on va pousser nos marques propres, qu'on va travailler sur la transition alimentaire. Un pilier autour des magasins, où on va s'appuyer sur nos formats de croissance, que sont la proximité, que sont le e-commerce, continuer à passer des magasins en location gérante ou en franchise. Et le troisième pilier, il est sur la tech et l'IA, pour dire l'importance que prend ce levier dans la transformation de l'entreprise. Alors si on le réaffirme là, c'est pas quelque chose qui est nouveau, puisqu'en fait c'est une transformation qu'on a engagée déjà depuis plusieurs années. Pour vous raconter un petit peu l'histoire de cette transformation et comment ça s'est construit, en fait, il y a 4 grandes étapes. L'histoire, elle remonte à 2017, avec l'arrivée de notre CEO actuel qui s'appelle Alexandre Bompard, et qui a donc lancé cette stratégie Digital Retail Company, en lançant dans le même temps ce qu'on avait appelé à l'époque un Google Lab, donc c'était en partenariat avec Google. Et l'idée à l'époque, c'était de se faire la main et de prouver l'intérêt de ces solutions digitales IA. On a fait ça pendant quelques années, en se rendant compte qu'effectivement il y avait un potentiel, mais que par contre on ne passait pas à l'échelle. Et c'est ça qui a amené à la création d'une Analytics Factory, et le terme Factory est évidemment très signifiant dans le nom, où là pour le coup on a engagé un travail qui à la fois visé à focaliser les efforts, donc vraiment à se concentrer sur les core process de l'entreprise, à mobiliser des ressources massivement, que ce soit des ressources tech, mais aussi des ressources produits et aussi des ressources métiers, pour arriver à passer à l'échelle des solutions sur l'ensemble de nos gros processus, assortiment, prix, promo, supply, opération, etc. Ça, c'est le deuxième grand temps. Et puis ce temps, il continue. C'est-à-dire qu'évidemment, le travail n'est jamais fini. Et on est en permanence en train d'améliorer les solutions qu'on a construites, de couvrir des nouveaux champs qu'on n'avait pas encore adressés. Donc tout ça, c'est un travail qui est continu et qui se développe encore aujourd'hui. Le troisième temps, ça a été évidemment l'arrivée de l'IA générative avec ChatGPT. C'est un temps qui est important pour nous, j'y reviendrai, parce que à la fois ça concerne nos clients et ça concerne nos collaborateurs. Parce que pour le coup, étant un business B2C, l'IA générative, c'est pas simplement un sujet de comment on l'utilise pour nos process internes, c'est aussi comment est-ce qu'on appréhende l'utilisation que nos clients font de l'IA générative pour leur tâche de course, que ce soit en ligne ou au magasin. Et donc là-dessus, j'en dirai un mot tout à l'heure, on est en train de déployer un gros programme pour massifier les usages autour de l'IA générative et de l'IA pour tous chez Carrefour. Et puis le dernier point, c'est l'agentique. Et là, pour le coup, c'est vraiment ce facteur d'accélération qui est figuré ici sur la courbe, qui est qu'en fait, on se rend compte qu'avec l'agentique, on est en capacité d'aller adresser de manière assez radicale, transformer de manière assez radicale certains processus, et pour gagner massivement en délai, en performance et en productivité. Où on en est aujourd'hui, je le disais, c'est un sujet qu'on adresse depuis maintenant plusieurs années. Ce que ça veut dire, c'est que du coup, on a réussi à implémenter des solutions d'IA, alors IA au sens large, qu'on parle d'IA décisionnelle, d'IA générative ou d'IA agentique, sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Ça va de la construction de l'offre, l'assortiment, le prix, la promotion, jusqu'à l'autre bout du spectre, tout ce qui va concerner l'expérience client en magasin, en online, en e-commerce, nos opérations en supply chain, bref, on adresse l'ensemble de la chaîne de valeur. Je mets un chiffre ici, 50 solutions, plus de 50 solutions à l'échelle. C'est la réalité, il faut se rendre compte, et ça peut paraître beaucoup au final. En fait, c'est le résultat d'un énorme travail de priorisation, parce qu'en réalité, c'est pas 50 demandes ou 50 besoins qu'on a, c'est 10 ou 100 fois plus. Et donc l'effort
qui a nécessité de focalisation qui était nécessaire pour arriver à se focaliser sur ces quelques sujets, il a été très important. Ça a nécessité une gouvernance au niveau du COMEX très solide et très structurée. Le deuxième point important, c'est que dans ces solutions qui sont là, comme je disais, c'est une évolution continue et typiquement les différentes phases que j'évoquais de manière un peu caricaturale sur le slide précédent, en réalité elles se traduisent dans l'évolution de chacune des solutions. Je vais prendre un exemple sur le pricing. On avait historiquement un outil qui permettait aux pricers chez Carrefour de déterminer le prix des produits. Alors il faut imaginer que la fixation du prix dans le retail, c'est un exercice qui est compliqué. Parce que quand vous avez un assortiment avec 30 000 références, que vous voulez garder une cohérence de votre pricing, à savoir que quand vous bougez le prix de votre produit marque propre, il faut vous assurer qu'il ne devient pas plus cher que le produit marque nationale qui correspond, que quand vous bougez le prix du jambon par 2, ça reste cohérent avec le prix du jambon par 4. Bref, en gros, quand on bouge un prix dans un magasin, il y a au moins 5 ou 6 produits dont on doit changer le prix à côté pour que notre architecture de prix reste cohérente. Donc c'est un exercice qui est compliqué. Donc on avait un outil historique, on a construit des solutions d'IA pour accélérer et automatiser un maximum ce travail-là. Et donc on a des solutions qui à la fois définissent l'architecture de prix automatiquement, ce que je viens d'évoquer, qui mesurent évidemment l'élasticité pour être capable de fixer le meilleur niveau de prix qui va permettre de maximiser les volumes et la marge derrière chacun des produits qui sont vendus dans le magasin. Et puis on a rajouté des agents. Et typiquement, un cas que j'aime bien, c'est qu'on a rajouté un agent pour expliquer tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'un des enjeux, c'est qu'à la fin, le pricer, qui va appuyer sur le bouton pour descendre le prix, il soit certain et il ait compris que la décision qui avait été recommandée par l'algorithme est la bonne. Et du coup, on a construit des agents qui vont être en capacité de répondre aux questions du pricer sur mais pourquoi est-ce qu'on me recommande de bouger ce prix-là et quelles sont les raisons qui font qu'on pense que c'est le meilleur prix. Autre exemple sur la promotion. Sur la promotion, on a des solutions qui nous permettent aujourd'hui, sur l'intégralité des promotions qui sont jouées en masse, donc qui sont jouées sur les surfaces de vente de nos magasins, d'analyser la performance, donc de mesurer de manière très précise les effets de cannibalisation, de stockage, de halo, sur toutes les promotions qu'on joue dans nos magasins, et puis surtout de prédire la valeur incrémentale générée par n'importe quelle promotion qu'on va jouer sur la surface de vente. On est capable de dire si je joue telle lessive avec telle mécanique promotionnelle, un 2 plus 1, un 50%, enfin plus 1%, un 30% de remise immédiate, on est en capacité de dire quel va être l'incrémental qui va être généré en chiffres et en marge. Donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé massivement. Là, ce qu'on a rajouté depuis quelques mois, c'est la brique qui permet d'utiliser ces informations pour interagir avec nos fournisseurs. Et du coup, on a des agents qui interagissent avec les fournisseurs pour, quand on émet un appel d'offres promotionnel, contrôler les réponses du fournisseur, le challenger quand la réponse ne correspond pas tout à fait à ce qu'on attend, et en capacité comme ça de passer de 0% d'automatisation sur un processus à quasiment 90% avec des agents. Donc c'est vraiment un travail continu. Et le message que je veux passer là, c'est que là, on est très focalisé dans les discussions sur l'IA, l'agentique, etc. Mais au final, c'est l'ensemble de la boîte à outils qu'il faut mobiliser. Et c'est ça qui, in fine, crée la valeur. Une fois que j'ai dit tout ça, on a 3 grands virages devant nous quand on pense IA et retail chez Carrefour. Le premier, j'en parlais en introduction, c'est le commerce agentique. Évidemment, l'IA, elle est aussi dans les mains de nos clients et ça change la manière dont les clients font leurs achats, que ce soit en ligne ou en magasin. Ce virage-là, on est convaincu qu'il y a 2 manières dont on doit l'adresser. La première, c'est de s'assurer que sur nos propres touchpoints, sur nos propres actifs, on-site, on propose la meilleure expérience possible. C'est là où on a la totale maîtrise à la fois de nos données, de la manière dont on veut construire notre expérience client. Et c'est pour ça qu'on a développé, on a été le premier distributeur dès l'été 2023 à lancer un chatbot conversationnel sur notre site, qu'on fait évoluer. On a une nouvelle version qui est sortie hier, je vous encourage à aller l'essayer. Qui permet d'avoir une logique de constitution de panier, de conseil, qui est totalement conversationnelle et qui change la donne sur la manière dont on fait ses courses. On sait que les courses alimentaires, c'est bien souvent un fardeau. Là, on rend la chose aussi fluide et simple que possible. Donc ça, c'est la première jambe du commerce agentique. Puis la deuxième jambe, évidemment, c'est que ce qui est nouveau, c'est qu'on a des nouveaux touchpoints, des nouveaux points d'accès pour nos clients qui vont demander des conseils à ChatGPT sur les produits qu'ils doivent acheter, qui vont dans Perplexity faire des benchmarks, que sais-je. Et ça aussi, on l'adresse. On a lancé il y a quelques semaines de ça notre application dans le ChatGPT qui permet de rentrer dans l'univers Carrefour au sein de ChatGPT sans sortir du chatbot. On était le premier distributeur, là encore, à le faire en Europe.
Et on va continuer évidemment à adresser l'ensemble de ces touchpoints externes pour être présent et s'assurer qu'on capture aussi nos clients sur ces nouveaux canaux d'accès. Donc premier virage, le commerce agentique. Deuxième virage, le magasin. En fait, historiquement, dans le retail, on a un énorme angle mort qui est que en fait, le magasin, d'un point de vue data science, on n'en sait pas grand-chose. On sait uniquement ce qui se passe sur la ligne de caisse. En dehors de ça, je ne sais pas ce qui se passe sur la surface de vente, je ne sais pas ce que font mes clients dans le magasin, ou très peu. Là, on a la chance d'être en capacité maintenant, avec l'IoT, avec les capteurs, d'être beaucoup plus intelligent et de comprendre beaucoup mieux ce qui se passe dans le magasin. Donc on est en train de déployer sur nos magasins des capteurs, que ce soit des étiquettes électroniques, que ce soit des caméras, que ce soit des rails connectés, qui nous permettent de capturer énormément d'informations sur ce qui se passe dans le magasin. Et l'objectif derrière tout ça, pour être un peu simple, c'est d'arriver à répliquer la richesse de ce qu'on peut faire en ligne en magasin. Donc d'arriver à comprendre quels sont les usages, d'arriver à comprendre quels sont les produits même qui sont présents et comment est-ce qu'ils sont implantés dans le magasin pour arriver à implémenter le même type d'algorithme qu'on implémente déjà depuis maintenant plusieurs années en e-commerce. Donc ça, c'est le deuxième virage. Puis le troisième virage, évidemment, c'est celui de l'IA pour tous. Donc on a une complexité chez Carrefour qui est qu'on est très nombreux, puis on a une grosse partie de la population des collaborateurs de Carrefour qui est en magasin. Et donc on a un enjeu à arriver à déployer massivement l'IA et à la rendre intelligible et utile pour l'ensemble de nos collaborateurs en siège et en magasin. Donc là-dessus, on a un programme qui est implémenté aujourd'hui en Espagne sur les sièges qu'on est en train de déployer en France, qui s'appuie sur des champions et qui permet de booster les usages. Et c'est à la fois un enjeu évidemment d'efficacité, de confort au travail pour l'ensemble des collaborateurs qui vont être utilisateurs de ces solutions. Et c'est aussi un enjeu d'acculturation et voire même de design, j'en dirai un mot tout à l'heure. Un exemple d'agent, et je vais l'utiliser, c'est un agent parmi beaucoup d'autres, c'est plus pour avoir un fil rouge et vous expliquer quelques convictions qu'on s'est forgées sur qu'est-ce qui est important quand on veut capturer de la valeur autour de cette technologie. Donc exemple d'agent, rapidement, c'est un agent qu'on a construit pour faire toutes les études de site quand on veut ouvrir, remodeler, transitionner un magasin. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut, sur la base d'une opportunité qu'on pense avoir identifiée, il faut collecter énormément d'informations, socio-démos, de concurrence sur la zone, être en capacité de simuler le chiffre d'affaires potentiel du magasin qu'on veut créer, remodeler, ce que vous voulez. Et puis derrière, aller jusqu'à un exercice financier qui est de rassembler les éléments qui vont permettre de valider un dossier d'investissement et de se dire effectivement, on appuie sur le bouton ou pas. Ça, c'est un exercice qui était fait historiquement par trois grands acteurs chez Carrefour, des équipes expansion qui identifient les sites qui sont pertinents et qui sont éligibles à une action de notre part, des équipes géomarketing qui vont mener à proprement parler l'étude de potentiel et qui vont être en capacité in fine de donner le potentiel du magasin et puis les zones de risque associées, et puis in fine le contrôle de gestion qui lui va faire l'analyse financière et qui va être en capacité de dire bah, effectivement on y va ou on n'y va pas. En fait sur ce processus historiquement on avait deux gros sujets. On avait un sujet de goulet d'étranglement assez colossal au niveau des études géomarketing, parce qu'en fait ils étaient ensevelis sous les demandes d'études qui venaient des équipes expansion, et une étude géomarketing, je l'ai décrit tout à l'heure, c'est quelque chose qui prend du temps, parce qu'il faut collecter de la donnée, il faut regarder, et ça prend du temps. Et puis le deuxième goulet d'étranglement, c'était le contrôle de gestion, plutôt le deuxième problème qu'on avait, c'était le contrôle de gestion qui se retrouvait à recevoir une masse de dossiers à l'issue de cette étude-là, et pour au final se rendre compte que assez rapidement, on voyait que le dossier n'allait pas passer le cut d'un point de vue financier. La première conviction qu'on s'est forgée et que je vais illustrer ici, c'est qu'en fait, c'est assez peu efficace d'imaginer, dans ce cas-là, mettre un agent pour les équipes géomarketing pour automatiser la construction des études. Parce qu'en fait, le sujet, il est double, il est à la fois au géomarketing, il est à la fois au contrôle de gestion, et à la fin, si on fait que ça, on ne résout pas grand-chose du process. Et du coup, l'exercice qu'on a fait, c'est de repenser totalement le process en réalité. Et c'est le premier enseignement qu'on a tiré de tous les travaux qu'on a fait sur les agents jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, pour arriver à réellement capturer de la valeur, il faut disrupter le process. Je pourrais ajouter et potentiellement les organisations et changer les rôles. Là, au final, le process tel qu'on l'a réinventé, c'est on remet beaucoup d'intelligence très en amont du process au niveau des équipes expansion. On leur donne la main, on les outille pour faire à la volée
des études géomarketing. Pour vous donner un ordre de grandeur, avant ils attendaient 2 mois avant d'avoir le résultat de leur demande, maintenant ils ont 2 minutes à attendre. Donc évidemment ça change la donne pour eux parce qu'ils sont capables d'explorer beaucoup plus de sites et d'être en capacité du coup d'identifier potentiellement de bien meilleures opportunités. Puis la deuxième chose qu'on a faite, c'est que on a fait un exercice avec la finance pour essayer d'identifier les critères de filtre qu'on pouvait remonter très en amont pour faire un premier filtre dès les équipes expansion et pour éviter de consacrer de l'énergie à des dossiers dont on sait qu'in fine, ils passeront pas le cut. Et du coup, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au niveau des équipes expansion, on leur permet d'explorer beaucoup plus de sites et d'être beaucoup plus autonomes sur l'exploration. Au niveau des équipes géomarketing, elles ont beaucoup moins de dossiers à traiter et du coup elles se concentrent sur vraiment les travaux à valeur ajoutée parce qu'évidemment on n'a pas tout dans la data malheureusement. Quand il faut bien comprendre le potentiel d'un site, il faut souvent aller sur place pour se rendre compte effectivement des problèmes de voirie qu'on peut avoir qu'on ne voit pas forcément dans les données par exemple. Et puis au niveau du contrôle de gestion, là encore, on leur élimine tout un travail presque administratif de fil sur des critères très factuels qui n'étaient pas remontés en amont, et eux peuvent se concentrer sur vraiment une vraie analyse financière. Et in fine, ce que ça permet, c'est d'avoir en bout de chaîne, en bas du funnel, des cas d'usage qui sont beaucoup plus qualitatifs parce que beaucoup mieux qualifiés. Donc ça, c'est le premier, peut-être le principal enseignement, c'est qu'on sait maintenant que quand on se lance dans ce travail-là, en fait, le vrai sujet, 90% du boulot, ça va pas être la tech, ça va être de repenser le process et l'organisation autour de la tech. Et c'est vraiment une idée de se dire, c'est quoi les inputs du processus, c'est quoi les outputs, et je pars d'une page blanche sur tout ce qu'il y a au milieu, j'imagine les agents ou les outils que je peux construire, et puis j'essaie de remettre les rôles et les tâches des équipes de Carrefour autour de ces outils pour arriver à être le plus efficace possible. La deuxième conviction ou constat, c'est qu'en fait, on a la capacité aujourd'hui à accélérer très fortement la capacité de développement et le temps de développement de ces outils en utilisant les technos elles-mêmes en fait. C'est-à-dire que, et je reprends cet exemple-là, qui est un des agents qu'on a développé il y a maintenant quelques temps. Au départ, en fait, on était dans un cycle de dev où on avait des équipes produits qui imaginaient des choses, et puis derrière, on avait un data scientist qui allait faire le prompt engineering, qui arrivait avec les résultats, et puis on itérait comme ça. Alors sur des sprints qui étaient agiles, qui étaient relativement courts, mais à la fin, en fait, il y avait tellement d'itérations nécessaires qu'on n'arrivait pas à avancer à la bonne vélocité. Ce qui a été game changer sur ce use case-là, c'est qu'on a mis dans les mains directement des équipes métiers et produits un outil qu'on a fait très rapidement et un peu en crash pour leur permettre d'itérer sur le prompt en fait. Et typiquement, le rapport d'analyse qu'on voulait sortir à la fin, qui devait servir de base aux équipes expansion, elles ont joué avec un outil pour leur permettre directement d'ajuster le prompt, de faire des hypothèses et à la fin d'avoir le formalisme qu'ils voulaient, d'avoir le fond qu'ils voulaient. Et ça nous a permis de gagner des semaines sur le temps de développement de cet agent-là. Et puis, du coup, ce qu'on fait beaucoup maintenant, qu'on a des outils, donc on est utilisateur de Google chez Carrefour dans la suite Gemini, et qu'on a donc Gemini dans les mains de l'ensemble de nos collaborateurs, c'est qu'on pousse même le vice jusqu'à leur demander, quand ils viennent nous voir avec des use cases, de maqueter par eux-mêmes des premières versions de leur use case avec les outils qu'ils ont déjà dans les mains. Donc avec Gemini, Notebook LM, Studio, donc l'outil d'agent no-code de Google, pour arriver déjà à sentir à quel point le use case est intéressant et faisable. Alors évidemment, ça a beaucoup de limites, mais c'est un excellent critère pour arriver à se focaliser sur les bons sujets. Donc, deuxième conviction, utiliser les outils qu'on a dans les mains pour accélérer et utiliser le métier, demander au métier de prototyper ces solutions. Et puis le dernier constat, c'est qu'en fait, et j'en parlais un peu sur la roadmap tout à l'heure, il ne faut surtout pas tomber dans la mode du tout agent, de vouloir tout faire avec des chatbots conversationnels, de devoir tout faire avec de l'agentique. En fait, le constat qu'on fait, et c'est autant vrai sur l'UX que sur les outils qu'on met en dessous, c'est que le secret, c'est d'arriver à hybrider. Sur la partie outils, je vais dire, c'est presque l'évidence. Là, typiquement, ce use case-là, en fait, le gros de la valeur ajoutée, c'est pas tant l'agent, c'est le modèle qui fait la prévision. Et au final, le gros de l'effort en termes de data science, ça a été d'arriver à un modèle qui était le plus fiable possible pour arriver à avoir des prédictions qui nous garantissaient de la performance financière des investissements qu'on allait faire. Le deuxième point qui est peut-être un peu plus étonnant, c'est qu'au final, ce sujet-là, initialement, on l'avait adressé en cédant un peu à la mode du chatbot conversationnel, donc on avait tout fait en conversationnel. Bon, in fine, la première chose, c'est qu'on nous a dit, les utilisateurs nous ont dit, nous, on ne veut pas d'un nouvel outil. Donc au final, la contrainte qu'on a dû adresser, et qu'on a sur la plupart des use cases en réalité, c'est qu'au final, c'est beaucoup plus simple d'amener les fonctionnalités là où les utilisateurs sont déjà. Et du coup, on a remis notre agent dans l'interface conversationnelle
dans l'interface géomarketing qui était déjà existante. Puis la deuxième chose, c'est qu'au final, le conversationnel, c'est pas adapté à tout. Et typiquement, sur cet exercice-là, c'est ce qu'on voit un peu sur le screenshot à gauche, au final, d'avoir des champs de saisie à l'ancienne, c'est tout aussi efficace que dans certains cas, avoir une fenêtre conversationnelle. Donc on a aussi hybridé comme ça les UX. Et c'est ce qu'on fait aussi même sur nos chatbots clients. Si vous allez sur carrefour.fr, vous utilisez donc notre chatbot Hopla, vous verrez qu'il y a un mix de conversationnel, d'interface de saisie classique. Et c'est ça qui permet d'être efficace. Donc voilà les quelques mots que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et peut-être s'il y a une chose à retenir, c'est transformer vos process. Merci beaucoup.